pour éviter de prendre du retard dans le timing de la journée. Je peux enlever mon masque? Ouais, okay. Bonjour à toutes et tous. Donc, pendant cet atelier, nous allons vous parler des garanties internationales. Donc, c'est un sujet qui, peut-être, a priori, n'est pas extrêmement attirant, mais on va voir que les garanties internationales, et notamment les garanties de marché, parce qu'on va se restreindre à vous parler des garanties de marché, pas des garanties de paiement, mais on va voir que c'est un élément incontournable et indispensable dans la négociation d'un contrat à l'export. Alors avant tout, on va se présenter. Donc, nous allons animer avec Sabine Boisson. Donc Sabine, je te laisse te présenter. Bonjour. Sabine Boisson, chargée d'affaires internationales au sein du CIC Ouest sur la Loire-Atlantique et la Vendée. Donc, j'appartiens à l'équipe de la direction des affaires internationales que Thierry va présenter. Donc, je suis à votre disposition toute la journée. On est au stand du CIC, là, dans la grande salle. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir quand vous le souhaitez. Voilà, donc effectivement, donc je dirige la direction de l'international au CIC Ouest. Donc, CIC Ouest, sponsor... partenaire principal de l'International Week depuis son origine, donc depuis 13 ans. Ça s'appelait différemment avant, mais donc depuis 13 ans, nous restons fidèles à l'organisation parce qu'on pense que l'international, c'est un levier extrêmement important pour les entreprises de toute taille de toute la région. Donc, qu'est-ce qu'on vous propose dans le cadre du CIC Ouest au niveau de l'international? On a la partie bancaire, on va dire traditionnelle, hein, donc toute la partie... des garanties internationales, du financement export, du financement import, de toute la partie trade finance, c'est la partie CREDOC, la partie CREDOC import, CREDOC export, et puis là, bien entendu la sécurisation des flux, parce qu'on est une banque qui est un tiers de confiance, donc en passant par nos outils, par nos moyens, on a a priori une sécurisation de tous les flux internationaux. Et puis à côté de ça, on a aussi un dispositif d'accompagnement à l'export, de conseil à l'export. Nous avons une filiale qui est à 100% détenue par le groupe CIC, qui s'appelle CIC Aide Export, et qui vous propose donc du conseil à l'accompagnement, recherche de distributeurs, implantation, création de filiales. Alors on couvre 50 pays, on ne couvre pas tous les pays, mais on couvre 50 pays avec 38 bureaux. On a 38 bureaux qui sont eux aussi filialisés à 100%. Ce sont des salariés du groupe CIC. Ce ne sont pas les banquiers dans nos bureaux. Ce sont des ingénieurs ou des commerciaux qui ont à chaque fois la double culture, la culture du pays dans lequel ils sont. En Inde, par exemple, c'est un Français, mais qui vit depuis 26 ans en Inde, donc qui connaît parfaitement les réseaux locaux, la façon de travailler avec les Indiens. Donc voilà, c'est un peu le schéma. On a l'inverse. On a en Russie, eh bien, Nikita, il est russe, mais il a fait toutes ses études en France. Donc il connaît, bon, il est bilingue, mais enfin au moins bilingue. Il connaît bien le fonctionnement du business français, mais il connaît parfaitement les réseaux russes. Voilà, enfin parfaitement les réseaux russes. Je ne sais pas si on peut connaître parfaitement les réseaux russes, mais en tout cas, il sait comment faire du business là-bas. Donc voilà, je voulais vous décrire ce point-là. Et puis on a aussi un club d'entreprises qui travaille à l'international, qui, lui, est national, c'est-à-dire que tous les CIC ont des adhérents, des entreprises qui font de l'international. Donc c'est un moyen d'échanger, de partager toutes les expériences. Voilà pour vous décrire l'organisation du CIC Ouest. Et là, maintenant, on va attaquer donc, les garanties internationales. Et je vais laisser la parole immédiatement à Sabine. Alors, on va démarrer avec les fondamentaux. Qu'est-ce que c'est qu'une garantie de marché, hein, puisque là, effectivement, le périmètre de l'intervention, c'est les garanties de marché, ce qu'on émet le plus à l'international. Alors, une garantie de marché, c'est une garantie émise par une banque, par la banque du donneur d'ordre, qui s'engage à régler le bénéficiaire, le client, à l'international, en cas de mise en jeu, des mises en jeu de la part du bénéficiaire. Ce qui est très important avec ce type de garantie, c'est que ce sont des garanties à première demande. Ça veut dire que la garantie
est déconnectée de l'objet du contrat. Enfin, pas de l'objet du contrat, mais elle est déconnectée du contrat. Le bénéficiaire peut donc activer la garantie, demander la mise en jeu sans se référer au contenu du contrat. C'est une garantie à première demande. Et dès lors que le bénéficiaire donc, active la mise en jeu de la garantie, la banque, le garant, est dans l'obligation conformément au texte de la garantie, de l'indemniser, donc la plupart du temps, de l'indemniser de façon financière. Donc, c'est très important et c'est à distinguer d'autres types d'engagements bancaires qui s'appellent des cautions, qui là sont directement liés au contrat. Là, il faut bien avoir en tête que le bénéficiaire, pour activer la garantie, ne se réfère pas au contrat. La charge de la preuve n'est pas du côté du bénéficiaire qui dit, voilà, le contrat est mal exécuté. Il met en jeu la garantie. Alors, le garant, quand même, la banque, avant de s'exécuter, va vérifier que dans le texte de la garantie, les conditions sont malgré tout réunies, qu'il n'y a pas fraude, qu'il n'y a pas abus, bon, ce qui peut malgré tout arriver. Mais malgré ça, à partir du moment où il y a activation, le garant s'exécute. Le garant, donc la banque s'exécute. Donc qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Votre banque paye directement le bénéficiaire et se retourne ensuite, dans un second temps, contre son client, le donneur d'ordre. Vous me dites si ça vous paraît pas clair. C'est pas toujours très facile à expliquer. Voilà, donc ce qui est important, c'est que, et notamment dans un marché à l'international, ça rassure donc le bénéficiaire sur le fait que le donneur d'ordre va exécuter correctement ses obligations contractuelles. C'est donc un moyen de pression sur lui. Et puis, c'est le moyen d'obtenir une compensation en cas de mauvaise exécution. Alors, ces garanties à première demande sont les plus fréquentes à l'international, tout simplement parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à mettre en œuvre, puisque voilà, le bénéficiaire, comme je vous dis, l'active de son propre chef, donc c'est clairement ce qu'il y a de plus facile. C'est autonome au contrat sous-jacent, je l'ai dit. La charge de la preuve n'est donc pas sur le bénéficiaire et le garant ne peut pas se référer au contrat. Bon, obligation de payer que le client, c'est-à-dire que le donneur d'ordre, soit d'accord ou non. Parce que qu'est-ce qui se passe dans les faits? C'est-à-dire dans les faits, quand il y a un bénéficiaire qui met en jeu une garantie, sa contrepartie, donc le donneur d'ordre, peut dire non, il n'y a pas de raison de mettre en jeu la garantie. Moi, bon, ok, j'ai peut-être un peu de retard, mais je suis en train d'exécuter le contrat, voilà, il n'y a pas de raison. Oui, mais sauf que comme la garantie, elle est déconnectée du corps du contrat, si le bénéficiaire estime que non, on lui fournit pas la prestation ou voilà l'objet du contrat, il a le droit de la mettre en œuvre. Alors, dans les faits, ça n'empêche pas qu'il y ait discussion quand même entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre. Puisque nous, à partir du moment où on est appelé en garantie, on va se mettre en condition de régler, et donc de régler le bénéficiaire et ensuite de débiter notre client, le donneur d'ordre. Donc voilà, dans les faits, il va y avoir discussion. Mais si la discussion ne donne rien et que le bénéficiaire insiste sur la mise en jeu, il y aura mise en jeu. Voilà. Donc, risque pour la banque garante, effectivement, c'est d'être appelé en paiement sans avoir du tout de bénéfice de discussion. Il n'y a pas de discussion possible, encore une fois. Donc, la banque, donc votre banque, avant de, si vous êtes le donneur d'ordre, votre banque, avant de mettre en place une garantie, va donc s'assurer que, en cas de mise en jeu, vous avez les reins suffisamment solides, la structure financière, pour qu'elle vous débite s'il y a mise en jeu de la garantie. Puisque au final, voilà, il faut, s'il y a activation, la banque s'est engagée pour vous, donc elle règle, et après elle se retourne vers vous. Voilà. Et c'est l'objet de la lettre de dégagement.
Alors, que doit contenir une garantie? Bon, bah, la garantie, voilà, il n'y a rien de très original. C'est un engagement bancaire. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir bien les références de la banque émettrice, la société qui exécute le contrat, le garant, le bénéficiaire. Donc ça, on est dans les parties du contrat, l'objet de la garantie, le montant, devise, conditions de mise en jeu. C'est là que c'est important, et c'est là où nos centres de métier, on a un centre de métier, nous, au CIC, qui est basé à Lyon, où le centre de métier aura un œil critique, en fait, sur le contenu de la garantie, le texte. Voilà, parce que il faut malgré tout que ça soit pas déséquilibré, en fait, ni trop dans le sens du donneur d'ordre, ni trop dans le sens du bénéficiaire. Donc, on en reparlera un peu tout à l'heure, mais dans les points de négociation, voilà, que le texte de la garantie soit équilibré. Et avant l'émission d'une garantie, il y a souvent discussion, en fait, pour que les termes soient bien, ne soient pas défavorables à l'une ou l'autre des parties. Ce qui est important, c'est l'échéance. Qu'est-ce qui entraîne l'échéance de la garantie? Est-ce que c'est automatique? Est-ce que c'est lié à un événement? Les conditions de mainlevée de la garantie, ça c'est très important aussi. Et puis le droit applicable. Alors là, on en reparlera. C'est lié à l'émission en direct ou en indirect de la garantie. Mais est-ce que c'est le droit français ou est-ce que c'est le droit local du bénéficiaire qui s'applique? Voilà, les répercussions sont pas les mêmes du tout. Donc ça, c'est un point important. Alors, les différentes garanties dans la vie d'un contrat, donc dans la vie en l'occurrence d'un marché, hein, puisque là on est notamment sur un marché. Alors, bon, c'est des garanties similaires à celles d'un contrat domestique, si vous avez l'habitude de mettre en place des garanties de marché sur un marché national. Dès lors qu'il y a appel d'offres, il y aura dans l'appel d'offres donc une garantie de soumission à émettre par chaque soumissionnaire à l'appel d'offres. En principe, elle est de 1 à 5% de l'offre. On les redétaille après. Hein. Ensuite, une fois que le soumissionnaire a été choisi et qu'il y a eu adjudication du contrat, le contrat est signé. Là, on arrive dans la phase réalisation du contrat. Donc, réalisation du contrat du marché, ça démarre le plus souvent par le versement d'un acompte, moyennant une garantie en restitution d'acompte. Garantie en restitution d'acompte, donc qui en principe court jusqu'à la livraison. Il peut aussi y avoir une garantie de bonne exécution, voilà, qui contre-garantit l'exécution des obligations contractuelles telles que prévues entre les deux parties. À partir du moment où il y a livraison, réception provisoire, pour garantir la période de garantie, enfin de SAV, de SAV technique, il y a une garantie de dispense de retenue de garantie. Il peut y avoir les deux sous forme de garantie de bonne fin. Voilà. Ça, sur un marché, je ne sais pas si... Est-ce que parmi vous, il y a des entreprises qui ont l'habitude d'émettre des garanties de marché à l'international? Est-ce que vous avez déjà pratiqué ça? Oui. Voilà, donc c'est des choses qui vous paraissent assez classiques. Dans certains pays, ils sont assez réfractaires sur la garantie bancaire. Ils préfèrent plus aller vers le crédit documentaire, sachant que ça, c'est plus cher. Alors, et sachant que parfois c'est complémentaire. En fait, les deux peuvent être, parce que le crédit documentaire, en fait, va garantir, va sécuriser le flux financier. C'est la façon de sécuriser le paiement. Les garanties peuvent être sur des gros marchés, des montants importants, des durées un peu longues. On peut trouver les deux. À la fois le crédit documentaire pour sécuriser le flux et les garanties de marché pour sécuriser l'exécution du contrat. Et d'ailleurs, dans les différents points de règlement du crédit documentaire, la remise des garanties va faire partie des documents, du jeu de documents à remettre pour tel ou tel paiement. Les deux peuvent être concomitants.
Alors, si on détaille un peu donc, les différentes garanties, donc vous avez la garantie de soumission. Donc, dans le cas d'un appel d'offres, c'est systématique, hein, donc c'est un document indispensable pour remettre une offre. La plupart du temps, le modèle est imposé dans l'appel d'offres. Alors, modèle imposé, maintenant, la plupart du temps, on reste quand même sur du classique, hein, c'est assez rare. Ça peut arriver, hein, ceci dit, hein, qu'il y ait des choses un peu exotiques, mais la plupart du temps, on reste quand même sur du classique. Et d'ailleurs, c'est préférable parce que nous, si vous voulez, par exemple, en tant que CIC Banque garante, on s'engage pour vous, donneur d'ordre. Donc, on ne s'engagera pas sur un texte qui ne nous convient pas et qui ne nous paraît pas suffisamment fiable. Donc, on va remettre une garantie de soumission qui vous reste favorable et qui reste acceptable pour vous, puisque si on délivre une garantie pour vous, c'est que vous êtes notre client et que, par définition, on défend vos intérêts qui sont communs aux nôtres. Donc, voilà. Donc, on ne s'engagera pas sur un texte de garantie si vraiment ce texte de garantie nous paraît trop éloigné des règles. Il y a des règles et usances internationales et puis de ce qui est acceptable pour vous. Donc, ça peut éventuellement induire un rejet de l'offre, mais ce qui serait au final dans votre intérêt. Donc, l'entrée en vigueur, donc, c'est à la date d'ouverture des plis. Et la validité, c'est la validité de l'offre. En général, un délai d'appel. Alors, c'est là aussi, ça fait partie des points de négociation, les délais d'appel. C'est que émettre une garantie, voilà, ok, on émet une garantie, ça fait partie de l'appel d'offres, ça fait partie des obligations du donneur d'ordre, mais il faut que les choses soient un peu calées, que les garanties aient un cycle d'échéance, les différentes garanties, qui soit cohérent pour pas que vous vous retrouviez engagé sur plusieurs garanties concomitantes et donc avec un engagement disproportionné en fait. Donc voilà, bien vérifier que le délai de validité est cohérent. Donc quand est-ce qu'elle est mise en jeu cette garantie? En fait, si le soumissionnaire annule l'offre pendant la validité, ça met le bénéficiaire en difficulté, donc il va demander à être indemnisé. Si au final il y a refus ou incapacité pour X ou Y raison du donneur d'ordre qui a répondu à l'offre de signer le contrat, et puis si, et ça c'est un point important, si effectivement le soumissionnaire a obtenu une garantie de soumission, mais n'est pas en mesure auprès de sa ou ses banques d'obtenir les autres garanties de marché, les garanties de bonne exécution, garantie de retenue de garantie. Donc, voilà, le bénéficiaire, il ne va pas avoir envie non plus de travailler avec un partenaire qui n'est pas capable de lui remettre l'intégralité des garanties prévues au contrat. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs aussi que c'est nettement préférable, hein, et en général, c'est ce qu'on va vous demander, que ce soit la même banque qui émette la garantie de soumission et les autres garantie, même si le timing est décalé. Voilà, il faut que ce soit la même banque qui s'engage sur toutes les garanties liées à l'exécution du contrat. Donc entre 1 et 5% en principe de la valeur de l'offre. Garantie en restitution d'acompte. Donc garantie en restitution d'acompte, voilà, c'est-à-dire que si vous, en tant que donneur d'ordre, vous demandez un acompte à votre client, en général, votre client va vous demander de lui parallèlement remettre une garantie en restitution d'acompte pour que vous puissiez rembourser l'acompte si au final, vous ne réalisez pas tout ou partie de vos obligations. C'est du classique, c'est la même chose sur le marché domestique et ça, c'est quasi systématique, hein, entre 10 et 30% du contrat. Donc, elle entre en vigueur à la réception de l'acompte, égal au montant de l'acompte. Et c'est là aussi où il faut être vigilant avec cette garantie. C'est que cette garantie, voilà, elle est censée protéger le bénéficiaire jusqu'à la livraison ou jusqu'à la réception. Voilà, donc il n'y a pas... Être vigilant sur les dates pour que cette garantie en restitution de l'acompte, elle ne continue pas à courir alors que le bien a déjà été livré, etc. Ça,
Voilà, c'est pas l'objectif de l'acompte. Après, sinon, bah, on en vient, c'est des paiements... Attention, parce que on a par exemple les Chinois, on a pas mal de cas comme ça avec des entreprises chinoises et des entreprises russes aussi, qui ont tendance un peu à fonctionner comme ça. C'est-à-dire que paiement plusieurs fois, paiement fractionné, et à chaque nouveau paiement, ils demandent une garantie. Alors, on ne va plus appeler ça réception d'acompte, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus des acomptes, mais paiement d'avance, quoi. Mais donc, du coup, chaque paiement du client donne lieu à une garantie. Mais au final, le donneur d'ordre, il se retrouve engagé de façon... c'est plus cohérent par rapport à l'exécution qu'il a déjà réalisée de son contrat. Donc, voilà. Je ne sais pas si je suis claire, mais... donc, vraiment être vigilant sur les dates de validité. Garantie de bonne exécution. Bon, bah voilà... autour de 10% du contrat, du montant du contrat en principe. Donc, dédommage le bénéficiaire de tout préjudice qu'il pourrait subir du fait d'une mauvaise non-exécution du contrat. Ça, c'est quand même le cœur des garanties de marché, hein, que le bénéficiaire soit sûr d'obtenir la prestation pour laquelle il a signé. Donc, elle couvre la mauvaise exécution, la rupture du contrat et la liquidation judiciaire du contrat. Du client, la liquidation judiciaire du client. Quand elle est associée donc à la garantie en dispense de retenue de garantie, donc dispense de retenue de garantie entre 5 et 10% du montant, ça couvre en fait, ça garantit le client sur la dernière partie du règlement, le dernier terme du règlement qui couvre en général la partie SAV technique. Voilà, c'est une fois que la réception provisoire a été faite, en attendant la réception définitive, il y a une partie SAV technique et que, voilà, si au final la prestation ne correspond pas au contrat, la banque s'engage à régler ce dernier terme que le client a réglé avant la réception. Voilà. Donc, elle entre en vigueur à réception de 100% du contrat et son échéance, la fin du SAV plus 1 mois. Bon, la main levée prend parfois un petit peu de temps parce que c'est vrai que c'est assez fréquent que les bénéficiaires fassent traîner un peu la réception définitive, la remise du PV et du coup, tant que le PV n'est pas remis, en fait, l'échéance, la garantie continue à courir. Bon. Et donc, ce que je disais, c'est que donc garantie de bonne fin, comme sur le marché domestique, hein, c'est quand on associe garantie de bonne exécution et retenue de dispense de garantie. On appelle ça bonne fin. Voilà. Est-ce que ça vous paraît clair jusque-là ? Alors, les modalités d'émission. Alors ça, c'est vraiment important. Il y a 3 types d'émissions possibles sur les garanties. 2 en direct, 1 en indirect. Alors, clairement, ce qu'on préfère, c'est les directs. On va détailler pourquoi. Donc, schéma d'émission en direct. Soit... Schéma d'émission directe, en fait, c'est assez simple. Vous avez un donneur d'ordre, potentiellement vous, qui demande à sa banque, potentiellement nous, d'émettre une garantie en faveur de son donneur d'ordre, une garantie de marché. Soit c'est en direct sous forme papier. Alors, autant vous dire que c'est quand même le papier, un mode aujourd'hui qui tombe un peu en désuétude, sauf avec certaines régions du monde, notamment avec pas mal de pays d'Afrique subsaharienne, où on continue à émettre en papier, notamment aussi quand la banque du bénéficiaire n'est pas une banque avec laquelle on a des relations d'affaires continues. On va émettre un acte, une garantie papier. Voilà, le CIC va contre-garantir le client sur un papier en tête de la banque française. Voilà. Donc ça, c'est l'émission en direct, papier. Le schéma le plus
favorable, c'est l'émission en direct via le réseau SWIFT. Donc là, toujours pareil, le donneur d'ordre demande à sa banque d'émettre une garantie en faveur de son donneur d'ordre. La garantie est émise par le CIC via le réseau SWIFT, via la messagerie sécurisée interbancaire, le réseau SWIFT, à la banque du donneur d'ordre qui notifie son client qu'une garantie a été émise en sa faveur par son donneur d'ordre. Donc, je crois qu'on redétaille un peu après. Voilà. Donc là, vous voyez que le schéma est vraiment très simple. Hein. Vendeur, instruction, garant, papier en tête, acheteur. Vendeur, instruction, garant, acte dématérialisé, messagerie SWIFT, acheteur. Donc là, tout est bordé. Les coûts d'émission de la garantie, ils sont ceux de la banque, de votre banque française. Tout est cadré au départ. Voilà, il n'y a pas de surprise. Ça, c'est le schéma idéal. Comme on n'est quand même pas dans un mode toujours, dans un monde toujours idéal, il y a aussi l'autre schéma qui fonctionne aussi très bien, hein, qui est le schéma d'émission en indirect, request. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le donneur d'ordre va donner instruction à sa banque. Sa banque va avoir... sa banque ne va pas émettre en direct, mais elle va transmettre les instructions à la banque de son client, sa banque, la banque locale, la banque en fait du client bénéficiaire, et c'est la banque en local qui va émettre l'acte. Donc la banque française n'est que le contre-garant. L'acte de garantie, il est émis en local par la banque locale, par la banque du bénéficiaire. C'est pour ça qu'on dit en indirect. Et nous, par exemple, CIC, nous, banque du donneur d'ordre, on contre-garantit la banque locale. Donc c'est-à-dire que si la banque locale elle est appelée en mise en jeu par le bénéficiaire, bah, elle va régler le bénéficiaire, elle va se retourner contre nous, puisque nous, on est contre-garant de la banque qui a émis l'acte. Et après, nous, en tant que contre-garant, bah, on va revenir vers notre client, le donneur d'ordre. Vous voyez le schéma? Donc, le vendeur donne instruction au contre-garant. Le contre-garant transmet les instructions à la banque locale du garant. Et c'est donc la banque locale du garant qui va émettre la garantie. Donc, nous, on fonctionne par acte dématérialisé messagerie SWIFT avec la banque locale. Et la banque locale, elle va émettre un engagement papier en tête de la banque locale au bénéfice du bénéficiaire. Oui, en faveur du bénéficiaire plutôt. Donc, au niveau des coûts, ça veut dire que bah là, il y a deux banques. On empile les coûts de la banque française qui contre-garantit, le coût de la banque locale qui garantit. Et ce qui est un peu parfois délicat, c'est que nous, évidemment, non seulement on ne maîtrise pas les coûts de la banque locale, mais en plus, on ne les connaît pas toujours au préalable, les coûts. Donc, parfois, nos clients sont un peu étonnés et nous interrogent là-dessus. Bah oui, mais nous, là-dessus, on n'a absolument aucune ni marge de manœuvre, ni action possible. Hein. Donc, voilà, parfois, ça peut être un peu plus embêtant. Ce qui est un peu plus embêtant aussi, c'est que du coup, l'analyse de la mise en jeu de la garantie, elle est faite par la banque locale sans l'avis du contre-garant. Donc, dès lors que la banque locale paye, en fait, le garant, il se retrouve obligé de contre-garantir. Il n'a absolument pas son mot à dire et il n'a pas du tout à étudier les conditions de la mise en jeu. Ce qui est très important aussi, c'est que c'est le droit du pays du bénéficiaire qui s'applique dans ces cas-là, puisque c'est une banque locale qui a émis l'acte. C'est le droit de la banque locale qui s'applique. Donc, pas forcément aussi favorable pour vous que quand c'est la banque, quand c'est les textes de droit français. Fréquemment, la banque qui garantit impose le texte de la contre-garantie que nous allons émettre. Bon, alors là encore, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça ne va pas forcément être l'acte que nous, on a l'habitude d'émettre. Maintenant, c'est l'objet de négociation. C'est l'objet de négociation. Il y a des clauses sur lesquelles on va être d'accord, il y a des clauses sur lesquelles on ne va pas être d'accord, on discute. Tout reste quand même soumis à négociation. Et c'est important de le faire, quoi, hein, pour bien savoir à quoi
à quoi vous êtes engagé. La validité de la contre-garantie et donc de l'engagement que la banque prend auprès de vous, c'est forcément plus long, hein, puisqu'il y a le délai de la garantie, le délai de la contre-garantie, plus les délais d'appel, des conditions de main levée qui peuvent être un peu plus compliquées. Voilà, bon. C'est les garanties en request. Alors, attention, les garanties en request, on en pratique énormément tout au long de l'année. La plupart du temps, ça se passe très bien, hein, donc il ne faut pas non plus... voilà, la plupart du temps, ça se passe bien. Il y a plus d'intermédiaires, plus d'intervenants, donc forcément, c'est un peu plus long, c'est un peu plus coûteux, mais ça fonctionne. Et puis, il y a des règles d'exigence internationales qui quand même, qui cadrent tout ça. Et puis, c'est surtout que, de toute façon, il y a des pays avec lesquels on n'a pas le choix. C'est comme ça. Les pays du Maghreb, c'est incontournable. Ça sera systématiquement en indirect. On ne pourra pas émettre une garantie. Voilà. De toute façon, si vous travaillez avec certains pays qui ne fonctionnent que comme ça, il n'y a pas de sujet, ça sera du request. Bon. Oui. C'est toujours le vendeur-exportateur qui est à l'origine de la demande. C'est-à-dire que c'est le vendeur, c'est le donneur d'ordre qui émet une garantie en faveur de son client. Que ce soit en restitution d'acompte parce qu'il a reçu un acompte, que ce soit bonne exécution pour l'exécution du contrat. Donc, c'est bien lui qui fait la demande à sa banque. Vous voyez? C'est bien le donneur d'ordre. C'est pas l'importateur qui demande à sa banque d'émettre... Non, c'est pas l'importateur. C'est l'importateur qui demande à sa banque l'ouverture d'un crédit documentaire. Voilà, le crédit documentaire, c'est toujours à l'initiative de l'acheteur, du bénéficiaire, voilà, via la banque, via les deux banques. Mais par contre, en cas de garantie, c'est bien celui qui fournit la garantie qui fait la demande à sa banque. Ouais. Au préalable, il est possible de connaître les coûts. Par exemple, si demain j'ai un contrat, je m'adresse à vous. Tout à fait. Voilà, et je vous demande, en fait, là j'ai un contrat et vous seriez capable de... Absolument. Absolument. On est capable de chiffrer en fonction du montant de l'engagement, du type de garantie, du pays. Il y a un risque pays, il y a, voilà, tout est... Oui, on peut vous... Ce qu'on ne peut pas, comme je vous disais, anticiper, c'est les coûts de la banque locale. Même si on demande... Alors, Parce qu'on a certaines habitudes. On a certaines habitudes de fonctionnement avec des banques locales, puis comme je vous le disais tout à l'heure, on a des bureaux en local et on peut avoir une approche du coût. Mais c'est vrai qu'on n'est jamais obligatoirement très précis. Ça ne sera pas aussi précis que quand c'est nos coûts à nous, si vous voulez. Bon, après, effectivement, l'expérience, le nombre de dossiers, et puis au final, on travaille effectivement souvent avec les mêmes banques, donc on a des repères, donc on sera capable de vous donner une ordre d'idée du coût. On sera capable, on ne va pas vous laisser, mais ça sera un ordre d'idée. Parfois, on peut avoir des surprises. Bon, parfois, on parle des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais la plupart du temps... Alors, non, là, comme ça, je ne peux pas, parce que, comme je vous dis, ça dépend du type de garantie, du pays. Et voilà, donc je peux... Il y a un engagement, si vous voulez, il y a un taux d'engagement de la banque. Alors, je ne préfère pas vous dire, parce qu'en fait, d'une garantie à l'autre, ça va être un peu... c'est un peu délicat de partir là-dessus. Mais sur un projet concret, on est capable de vous le chiffrer, oui. Oui, après, oui, comme tu l'as dit, je crois, c'est en fonction aussi du pays. C'est ça, il y a un risque pays. Il peut y avoir un risque pays que nous, on cote régulièrement. Si vous travaillez avec la Libye, c'est pas comme si vous travaillez avec l'Allemagne. Voilà, clairement, je n'ai pas de jugement, mais on sait tous... mais le risque pays ne sera pas le même. Donc forcément, il y a un coût du risque, si vous voulez, que nous, on est obligé de prendre en compte dans notre engagement. Donc c'est pour ça que... Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qu'on cote qui varie sans cesse. Donc... c'est vrai que la Tunisie, par exemple, pour parler des pays du Maghreb, la Tunisie... Le risque pays augmente un peu au niveau... Voilà, bon, ça va peut-être s'arranger là, avec la nouvelle... La responsable du gouvernement. C'est ça. C'est une femme. Alors, donc, les enjeux
les enjeux. Bon, les enjeux, on en a déjà parlé, les enjeux, c'est de mettre en place quelque chose d'équilibré entre le vendeur et l'acheteur. Bon, ça n'a rien de révolutionnaire, hein, c'est la base de tout échange commercial, mais c'est vrai que là, dans la mesure où on est quand même sur un sujet qui est très réglementé, qui est très juridique, où il y a des aspects, énormément d'aspects, bah oui, réglementaires. L'idéal, clairement, quand vous pouvez, c'est de rester sur le droit français, d'éviter le droit local, parce que le droit local, c'est beaucoup plus difficile déjà de bien l'appréhender, même si nous, on a des experts, notre centre de métier à Lyon, voilà, ils ont vraiment des experts par région du monde qui sont spécialisés dans les différents droits locaux. Donc bon, ils sont quand même capables de vous apporter leurs compétences là-dessus. Mais évidemment, quand c'est du droit français, c'est plus facile à activer, ne serait-ce qu'auprès d'un tribunal français. Donc voilà. Ce qui est important aussi, c'est de être vigilant sur le texte de la garantie. Ce qui se fait, même si on dit effectivement la mise en jeu, elle est déconnectée de l'exécution du contrat, dans les textes de garantie, on constate quand même qu'on peut malgré tout inclure des... Voilà, avant mise en jeu par le bénéficiaire, la remise de certains documents qui apportent quand même un commencement de preuve qu'il y a des faillances. Parce que voilà, c'est pas non plus open bar, on a une garantie, on la met en jeu quand on veut, dès qu'on veut. Hein, voilà, il faut quand même aussi pouvoir un minimum vérifier qu'il n'y a pas fraude ou abus. Donc voilà, et tout ça, c'est de la négociation. Hein. Donc ce qui est important, c'est l'échéance, comme on disait, les délais. Hein. Vérifiez, soyez vigilants à ça, que vos garanties de marché ne s'empilent pas. Elles n'ont pas de raison de s'empiler. Chaque garantie est liée à une phase du marché, du contrat. Quand la phase est terminée, la garantie, bon, ok, il y a un délai d'appel, 15, 30 jours, mais la garantie doit être échue et on enchaîne sur une autre. Parce que, comme je dis, on a vu pas mal on a vu des cas, notamment avec la Chine et la Russie, où il y avait empilement de garanties. Donc, imaginez un bénéficiaire qui devient de mauvaise foi et qui vous appelle, qui met en jeu toutes les garanties en même temps, alors que vous avez exécuté le contrat. Ça va vous mettre en difficulté. Donc, voilà. Quitte à d'ailleurs, hein, on le voit, et parfois c'est la recommandation qu'on donne, à ralentir l'exécution d'un contrat si vous n'obtenez pas la main levée de la garantie précédente. Voilà, c'est vous, là-dessus, vous avez la main aussi, quoi, hein, pour pas vous retrouver en difficulté, encore une fois. Équilibre, négociation. Alors, ce qui ne se négocie pas, les textes des garanties de soumission, ça c'est quand même ce qu'on disait tout à l'heure, dans un appel d'offres, c'est quand même hyper rare qu'on puisse négocier le texte de la garantie de soumission. Surtout un appel d'offres international. Hein. Bon. Mode d'émission, c'est ce que je vous disais, Algérie, Arabie Saoudite, ça sera du request. Il n'y a pas de sujet, c'est comme ça. Il n'y aura aucune émission en direct. Bon, on fait avec. Hein. Et puis, pareil, quand le bénéficiaire est une entité publique, en général, quel que soit le pays, ça sera une émission en request. Parce que l'entité publique, elle a pour consigne, déontologie, tout ce qu'on veut, de faire travailler plutôt les banques locales. Donc, c'est une banque locale qui va émettre, et nous, on sera seulement contre-garant. Hein, ça, c'est assez... Et puis, alors, tout le reste se négocie, hein, comme la langue, la nature juridique de l'engagement, c'est-à-dire tel type de garantie vous choisissez, l'entrée en vigueur, donc ce qu'on disait, entrée en vigueur, échéance, la validité, les clauses, modalités de mise en jeu, le droit. Voilà. Prenez votre temps. Nous, ce qu'on a l'habitude de dire, de conseiller à la filière internationale, c'est prenez votre temps, surtout pas de précipitation, pas de pression à subir de la part de votre client. C'est déjà pas toujours simple en France, donc forcément à l'international, ça l'est un peu plus, hein, la distance.
l'éloignement, des droits locaux qui peuvent être différents, des récupérations de fonds, indemnisations qui sont plus compliquées. Donc voilà, pas de précipitation, interrogez-nous. Ça, c'est aussi vraiment, interrogez-nous en amont. Bon, moi, je vous parle du CIC, je travaille au CIC Ouest, hein, c'est pareil chez nos confrères bancaires, mais en l'occurrence au CIC, qui est une banque de l'entreprise, hein, on a un savoir-faire à l'international qui est connu et reconnu, il n'y a pas que moi qui le dis, on a des centres de métiers, aussi bien sur les garanties que sur les crédits documentaires, sur les remises documentaires, sur les flux, sur les couvertures de change, on sait faire. D'ailleurs, si on a un réseau de bureaux, de 38 bureaux, c'est bien que voilà, on a vocation à emmener nos clients à l'international. Donc, interrogez-nous en amont. On est là pour ça. Vous avez des textes de garantie On a des textes de garantie que notre centre de métier à Lyon a fait valider par nos services juridiques en conformité avec les règles licence internationales. Donc oui, il y a des modèles de garantie. Donc vous pouvez tout à fait nous interroger et nous dire, bah voilà, tel type de garantie, qu'est-ce que vous avez comme modèle? Confronter le modèle qu'on vous remet à ce que vous propose votre client. Et au contraire, on vous recommande de faire ça. De même que quand votre client vous impose, entre guillemets, un modèle, ce qu'on vous préconise, c'est de nous le transmettre pour que nous, on le fasse vérifier par notre centre de métier. C'est ça, c'est leur domaine de compétence. Analyse critique avec toute leur expérience. Ce qui est intéressant au centre de métier, c'est qu'ils émettent, ils règlent et puis ils gèrent aussi les mises en jeu. Les mises en jeu, les mains levées, tout ça. Donc, ils ont l'expérience après de la vie du contrat, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je pense que c'est une plus-value. Oui, juste pour compléter, parce que tu parles de nos équipes, hein, ils ne font que ça. Oui. Ils travaillent pour tous les CIC. Enfin, il y a 5 CIC en France, donc ils voient, je pense, tous les dossiers possibles et toutes les situations possibles. Donc ils ont l'habitude, ils ont de la réactivité pour savoir que dans tel pays, bah, il faut éviter ça ou pas. Voilà, donc nous, systématiquement, on fait appel à eux. Quand on a un cas comme ça, où on a une garantie qui est proposée par un importateur étranger, on fait valider la garantie. Quelquefois, il n'y a pas de problème, hein, ça passe tout seul, mais il vaut mieux, comme tu le disais, prendre son temps, bien tout faire étape par étape, parce que vous constatez, après, bah, vous êtes engagé. Et donc après, la garantie, elle est irrévocable. Donc, il y a obligation de payer. Point de vigilance, je laisse le relais à Thierry. Rapidement, puisque c'est pour terminer, donc sur les points de vigilance, il y a les problèmes de droit. Hein. Donc quand on est en droit français, ben, on maîtrise. Quand on est sur une garantie sur un droit local, ben, c'est ce qu'on disait à l'instant, ben, il faut faire attention, parce qu'évidemment, il peut y avoir des frottements. Donc, sur les... Ah oui, je vais me mettre en face, pardon. Sur la partie du droit non maîtrisé, ce qu'on constate le plus souvent, c'est que l'échéance n'est pas toujours respectée. Et pour obtenir la main levée, là, ça peut être difficile, ça peut être compliqué. Donc, c'est le principal souci que l'on constate. Donc, après, on s'appuie sur nos bureaux, quelquefois, pour faire pression sur les banques locales, pour que la main levée soit vraiment faite. Voilà. En droit français, on n'a pas ce problème-là. Et c'est vrai que ça, c'est une des... On vous a parlé de notre réseau de bureaux, là, 38 bureaux, et dans leurs prérogatives, il y a ce lien et ce contact avec les banques locales. Et donc, il y a certains pays, certains bureaux qui travaillent particulièrement là-dessus, régulièrement, quand il y a... Pour ne pas le citer, par exemple, en Inde, en Inde, il y a plein de choses à faire. On a beaucoup de clients qui travaillent très bien avec l'Inde. Les garanties, la main levée des garanties sur l'Inde, c'est pas ce qu'il y a de plus simple.
Hein, c'est pas le pays où c'est le plus simple et le plus fluide. Et notre bureau de Delhi, New Delhi, intervient très régulièrement auprès des banques locales, auprès de qui il est très introduit. Enfin, ils sont très introduits au bureau, pour accélérer les choses, débloquer, voilà, faire l'intermédiaire. Et ce qui est quand même appréciable, c'est que dans la mesure où c'est notre bureau du CIC sur le pays qui intervient auprès de la banque locale, ça apporte un poids supplémentaire, quoi. Hein, voilà, donc faut l'utiliser, faut en bénéficier. Et donc, et c'est là en fait où la boucle est bouclée au CIC, c'est que on est une banque avant tout, hein, ça vous a pas échappé, donc on émet des garanties pour vous. Mais grâce à notre réseau de bureaux, on a aussi la partie présence locale, la partie lien avec les banques, avec le tissu économique local, et donc on est facilitateur de business, mais aussi de démarches. Il y a certains pays sur lesquels on intervient beaucoup dans les démarches avec les banques locales. Après, on a la CCI internationale, parce que là on parle de la CCI, mais c'est la CCI internationale qui peut jouer le rôle d'arbitre quand il y a un litige entre banques. Voilà. Donc il faut le savoir, on a déjà fait appel à la CCI internationale sur des litiges. C'est pas obligatoirement très rapide, mais ça fonctionne. Voilà. Bon, on a un peu anticipé la slide, on va vite passer, hein, les mains levées. Donc en droit français, on arrive à une main levée automatique généralement. Par contre, quand on est sur une main levée dans un pays dont on ne maîtrise pas le droit, on peut avoir des soucis, et c'est votre principal problème, et si c'est le vôtre, c'est aussi le nôtre. Donc c'est pour ça que le déroulement de l'atelier il est important, parce qu'on voit bien toutes les étapes, et il ne faut pas les louper, les étapes. Il faut bien vérifier notamment toutes les dates d'échéance de chaque type de garantie. Ça, c'est extrêmement important, pour pas après que vous soyez embêté sur la fin de vie de votre garantie. Donc, les mises en jeu, donc les appels en paiement, hein, objet de la garantie, il faut évidemment que les raisons soient prévues dans le texte de la garantie. Si on vous oppose une raison qui ne figure pas dans le texte, c'est pas valable. Alors après, il peut y avoir des interprétations différentes. L'appel en paiement est irrévocable, hein, c'est ce qu'on disait en début d'atelier. Donc, on est obligé de payer parce qu'on vous a garanti, donc quelque part, c'est vous. Donc après, effectivement, il faut produire des documents, hein, c'est ce qu'on disait, il faut apporter la preuve de l'objet de la réclamation. Donc, des bonnes questions à se poser, c'est un petit peu ce qu'on mettait dans les éléments indispensables, c'est la date de validité, l'événement déclencheur de la demande, la production des documents, etc., etc. Et puis, quel est le droit applicable à l'engagement? Ça, c'est évident quand on a fait le déroulement. Voilà. Donc, voilà ce qu'on voulait vous dire. Donc, en conclusion rapide, mais Sabine l'a déjà abordé, c'est prenez bien le temps de l'étude des documents. Ça, c'est certain. Et faites-vous aider là-dessus. Bon, on vous a décrit notre organisation au CIC Ouest. Vos banques ont obligatoirement le même type de service, mais je pense que plus vous prenez de temps au départ, plus vous gagnez du temps après dans le déroulement du marché. Donc les garanties, c'est un élément incontournable de tous vos marchés hein, à l'international, c'est quasiment systématiquement demandé. Donc ce sont des points importants, donc échangez avec votre conseiller le plus en amont possible, ce qui évite les soucis en fin de contrat. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En amont, quel document ou information on doit demander à notre client? C'est-à-dire, est-ce qu'on doit, par exemple, un extrait d'enregistrement à la chambre de commerce locale, ses coordonnées bancaires, l'adresse SWIFT de la banque, etc. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à demander? Non, moi je te laisse. En fait, pour l'émission de la garantie, si vous voulez, ce que le centre de métier va demander, c'est le contrat et votre demande de garantie. Ce que vous dites là, en fait, c'est sous-entendu avant la signature du contrat, la conclusion du contrat. C'est-à-dire que vous, avant de signer avec votre client, parce que la phase de garantie, c'est la deuxième étape en fait. C'est-à-dire que d'abord, vous vous mettez d'accord avec votre client sur une prestation, sur un marché,
vous répondez à un appel d'offres, voilà. À l'intérieur, il y a émission de garantie. Donc, si vous voulez, la vérification de votre client, de la solidité financière de votre client, de son existence, de tout ça, par définition, c'est fait avant. Au moment où vous faites votre demande d'émission de garantie, nous, ce dont on a besoin, c'est du contrat, de votre demande claire et précise. La banque, effectivement, en fonction du mode d'émission qui va être retenu, et puis, comme on disait, s'il y a un modèle imposé dans le type de garantie que vous nous demandez, voilà. Mais au stade de l'émission de la garantie, on va s'en tenir à ça. Quoi. Comment ? Juste le contrat. Quoi. Juste le contrat. Les éléments dont vous parliez, c'est bien avant. Enfin, là, on peut vous aider, on peut essayer de trouver des informations sur les importateurs, mais bon, ça coulera de source que vous les avez eus avant, au moment où on fera l'émission de garantie. Écoutez, merci pour votre attention. Bon, puis on est à votre disposition, on a un petit stand CIC Ouest, on est là toute la journée, voilà. Et n'hésitez pas à venir nous voir. Bonne journée. Merci.